Voici notre 5e petite chronique autour des abeilles, que vous pouvez consulter dans l'émission Brouillon de culture, présentée par Paul Church. Claude Gadebin a rédigé et vous présente cette petite chronique. Aujourd'hui, nous parlerons des relations entre les abeilles au sein de la ruche, qui, nous ne devons pas l'oublier, contient plusieurs milliers d'individus. L'harmonie et l'entraide règnent en maîtresse, le plus souvent, comme nous l'avons vu quand nous avons décrit les récoltes de nectar et de pollen. Mais il existe des exceptions. Dans ce paradis magnifique, nous allons parler de 2 d'entre elles liées au pouvoir du déterminisme génétique pour la conservation ou la propagation du génome. En effet, il existe des différences génétiques entre les ouvrières, pouvant entraîner des comportements de favoritisme. Et il éclate parfois des conflits, pouvant aller jusqu'au crime. Les ouvrières sont sœurs, mais aussi demi-sœurs. En effet, lors de son unique vol nuptial, la reine s'est accouplée avec plusieurs mâles. Elle a stocké des spermatozoïdes pour toute sa vie. L'harmonie de la population est régie en grande partie par les phéromones, émises par celle que l'on appelle la reine, la seule femelle fertile de la ruche, et la mère de toutes les autres abeilles. Parmi les ouvrières, longtemps présentées comme œuvrant ensemble au bien-être commun, des rivalités d'intérêt existent entre les demi-sœurs, issues de pères différents. Les observations scientifiques, attentives et quantifiées du comportement des nourrices en particulier, révèlent qu'elles sont souvent plus attentionnées envers les larves de leur lignée paternelle. Celles-ci sont nourries en priorité, entourées de soins plus attentifs. Leur croissance sera donc favorisée au sein de la population par les ouvrières ayant le génome le plus proche. Chacun et chacune protège sa lignée et la singularité de ses propres gènes, n'est-ce pas? Maintenant, évoquons ces crimes. Dans la ruche circulent des informations déterminantes pour la régulation de la population. La grande majorité d'entre elles sont véhiculées par les phéromones de la reine, des composés chimiques qui se transportent d'un individu à l'autre, en particulier de la reine, vers l'ensemble des ouvrières. Mais certaines sont également portées par les ouvrières qui entourent la reine et l'approchent sans cesse, la lèchent et ce faisant échangent avec elle des composés chimiques. Ainsi, il existe une rétrorégulation apparemment sous la domination de la reine, mais néanmoins liée aux activités des ouvrières. De cette façon, l'élevage et l'éclosion des jeunes reines, qui permettront l'essaimage et la reproduction future de la ruche, seront déterminés par des conditions environnementales, notamment l'abondance des récoltes de nectar et de pollen résultant de l'activité des butineuses, ainsi que la force et la santé de la population, l'absence de maladies, la bonne quantité de réserves, et l'ensemble de ces informations sont fournies à la reine par les ouvrières en activité, celles qui vont butiner à l'extérieur et celles qui s'occupent de la ruche à l'intérieur. Si la population est forte, les conditions favorables, les ouvrières, sous l'impulsion des phéromones royales, se mettent à construire des cellules royales. Ce sont des cellules de cire, bien sûr, mais beaucoup plus vastes que les alvéoles des ouvrières. Souvent, elles pendent en bas des rayons et on les repère facilement. Elles sont au moins 4 ou 5 fois plus grandes qu'une alvéole normale. Les œufs fécondés, que la reine va pondre à l'intérieur, sont des œufs qui donneront des femelles, absolument à l'identique de ceux qui vont donner des ouvrières. Mais à l'intérieur de cette grande alvéole, lorsque l'éclosion de l'œuf aura eu lieu et que les jeunes larves vont se nourrir, elles seront nourries exclusivement de gelée royale. Cette substance sécrétée par les nourrices au début de leur développement, qui est très riche en protéines, en vitamines, c'est un élément extrêmement nutritif. Et au lieu d'être nourries seulement pendant 3 jours, comme les larves qui donneront les ouvrières avec cette substance, elles seront nourries pendant toute leur croissance qui dure à peu près 21 jours, comme celle des ouvrières. Cette nourriture abondante et très riche
va réaliser un développement optimum. Nos petites nymphes qui sortiront de ces alvéoles royales seront complètement terminées, si je puis m'exprimer ainsi. Elles auront une capacité à reproduire l'espèce Apis mellifera. Elles ont tout ce qu'il faut pour se reproduire. Elles sont fertiles, elles sont aptes à la reproduction. Mais les ouvrières ont construit plusieurs cellules royales et élevé plusieurs reines. Par prudence peut-être, la première naissance verra l'apparition d'une abeille tueuse, le serial killer de service. En effet, notre future reine exterminera systématiquement, jusque dans leur berceau alvéolaire, toutes les autres nymphes. Si par hasard, 2 nymphes éclosent simultanément, il s'ensuira un duel à mort entre les 2 jeunes reines. La plus forte, celle qui vaincra, deviendra la reproductrice pour la nouvelle population de cette ruche lors du départ de l'essaim. Dans notre prochaine chronique, nous verrons comment vont apparaître les jeunes mâles reproducteurs, qu'on appelle les faux bourdons, qui auront un destin tragique, seront tour à tour parasites, bien nourris par les ouvrières, puis géniteurs, et leur destin amoureux est dramatique. Ainsi, l'essaimage deviendra possible, et nous pourrons laisser nos petites chroniques prendre la route